Donc là, on a vraiment les personnalités les plus puissantes de France sur ce sujet-là. Je voulais le dire au cas où vous n'auriez pas compris. Puisqu'en dehors de la CNSA et de la Caisse des dépôts, évidemment que les conseils départementaux jouent un rôle majeur. On a souligné tout à l'heure, à juste raison, le rôle des maires. On y reviendra en conclusion de la matinée avec le maire de Bourges, Yann Gallu. Mais d'abord, nos deux présidents de département. On veut les entendre d'abord parce que le Premier ministre, le 14 novembre dernier, à Albi, a expliqué qu'il souhaitait désormais que ce soit les départements qui aient en charge la question justement de l'habitat intermédiaire dans le projet de loi de décentralisation qui est prévu pour le printemps prochain. Alors je ne sais plus trop où en est ce projet, mais en tout état de cause, la question de l'habitat inclusif faisait partie du discours du Premier ministre et il souhaitait confier au département la responsabilité de ce nouveau périmètre, même si vous êtes déjà en charge et de l'AVP et des résidences autonomie. Première réaction peut-être de l'un et de l'autre, qu'est-ce que vous avez ressenti quand le Premier ministre vous a proposé d'être les maîtres d'œuvre, les chefs de file de ce nouveau périmètre dont on décrit la complexité ce matin devant vous? Sébastien Massini. Je me lance. J'ai trouvé que l'intention était belle, le geste était beau. La concrétisation, on attend encore en fait. Face à de nombreux défis, notre pays mérite quand même de se réformer globalement. Je ne vais pas rentrer dans le grand débat de la réforme de l'État, mais aujourd'hui, on y est confronté. Et si on ne l'affronte pas avec sérénité face à tous les défis, si l'État ne lâche pas la main, comme j'aime à le dire, et comme le Premier ministre lui-même l'a dit, un État qui centralise tout, un État qui veut tout maîtriser, est un État qui ralentit tout. Je noterai par exemple, au moment où il annonce cette volonté de décentralisation et finalement de lâcher la main un peu sur cette question-là, alors qu'on connaît tous les constats et qu'on les partage. Dans le même pas de temps, l'ARS se voit encore confier une mission au mois de décembre pour poser un diagnostic sur l'habitat intermédiaire par département. Bon, quelle va être la différence avec celui qu'avait posé déjà la CNSA quelque temps avant? Je m'interroge. Et on n'a pas encore, moi, à titre personnel, mon département n'a pas encore été sollicité sur ce diagnostic qui doit être malgré tout partagé. Bon. Le défi, on le connaît. Moi, mon département, par exemple, c'est 14% d'augmentation de personnes de 60 et plus d'ici 2028. Ce n'est pas une échéance 2035, c'est d'ici la fin de mon mandat. 14% de plus de seniors. Avec ce que cela comporte de boomers. Bon. On connaît notre nombre de places, on sait quelles sont les perspectives. Un habitat inclusif, on avait été, nous, un peu en avant-garde. En 2005, déjà, moi, j'avais un vice-président, Alain Gabrielli, assez engagé sur ces questions-là, plutôt sur la partie handicap, mais qui finalement, aujourd'hui, répond aux deux questions, PAPH. Avait déjà mutualisé à l'époque, en 2005, la PCH, alors que bon, on n'avait aucun cadre légal pour le faire. Et on avait déjà initié cela. Aujourd'hui, on est à peu près à 400 et quelques places. On sait qu'il en faudrait peut-être 3000 places. Sur les places de résidence autonomie, on est très en retard, même si on n'est pas mauvais. On voit bien qu'on est en retard par rapport au diagnostic qui a été posé. Il faudrait 5000 places, on est à peu près à 1300 places. Bon, aujourd'hui, on a besoin de décentraliser, de nous donner les moyens de planifier, de mettre en place la bonne gouvernance avec nos élus locaux. On connaît notre territoire, on a l'ingénierie territoriale, on maîtrise les questions de développement en matière d'urbanisme. On a la question du logement, sur lequel j'aimerais aussi, habitat, logement, qu'on nous lâche aussi la main et qu'on décentralise aussi. Et après, avec... les financements, on peut aller les chercher. Enfin, la question aujourd'hui de mettre en adéquation les besoins, la gouvernance, la planification et des moyens financiers, ce qui nous a été annoncé encore ce matin.
On voit qu'on peut mobiliser d'ores et déjà. Je ne sais pas si on arrivera à faire face à tous les défis, mais on peut largement avancer. Moi, la question que je me pose, c'est, nous, on est quelques-uns à dire chiche en tant que département. Bon, la difficulté, c'est que notre strate de collectivité, elle est plutôt en difficulté budgétaire et financière de manière circonstanciée, là, aujourd'hui. Bon, c'est ainsi. Différentes réformes nous ont coupé complètement d'autonomie financière et aujourd'hui, on dépend d'une fraction de TVA et des frais de notaire. Pour financer nos dépenses en matière de solidarité, qui représentent à peu près 74% aujourd'hui de nos dépenses budgétaires au global, c'est un peu... allez, il fallait être très imaginatif à Bercy pour considérer qu'on allait financer l'action sociale et la solidarité à partir d'une fraction de TVA et de frais de notaire. Mais tout ça, par une réforme, peut s'arranger. Enfin, aujourd'hui, on peut très bien, tous les mécanismes existent pour imaginer une part supplémentaire de CSG, imaginer même qu'il peut y avoir une tranche d'âge de retraités qui sont ceux qui rentrent dans la retraite, qui ne sont pas encore dans le grand âge, qui peuvent aussi avoir une part qui s'augmente sur des cotisations de type CASA, etc., puisqu'il y a 2 cotisations qui finalement reviennent à l'équivalent de la CSG sur les retraites, jusqu'à financer la perte d'autonomie. Bref, les financements, aujourd'hui c'est un vrai problème, mais je pense que c'est un faux problème, en vrai. Il y a une question aujourd'hui de volontarisme d'un gouvernement ou d'État, au sens large, ce n'est pas les gouvernements, c'est de l'État qui n'ose pas franchir le pas de dire, bon, maintenant, lâchons la main. Voilà. Moi, j'attends beaucoup de ce qui va être annoncé dans quelques jours par Madame la Ministre, mais je crains que ça soit encore beaucoup d'intentions si il n'y a pas la transformation opérationnelle de tout cela. La transformation opérationnelle, elle ne peut être que si on donne le bon niveau de responsabilité au bon étage. Je considère que les départements, et c'est en cela qu'on était quelques-uns à avoir dit chiche au Premier ministre au moment où il avait annoncé cette volonté de décentralisation. Donc pour l'instant, je trouve que le geste est beau, je me répète. L'intention est là, la concrétisation, on attend encore. Olivier Richoux, un premier propos général, après on rentrera plus précisément sur Oui, moi je rejoins ce que vient de dire Sébastien. D'abord, il faut savoir que cette annonce aux assises des départements a même surpris la ministre, puisqu'elle n'en était pas informée. Bon, ce qui est quand même un peu surprenant. C'est une intention, et je partage, très louable. Sébastien Lecornu a été président d'un département pendant pas très longtemps. C'est un élu local. Il connaît les élus locaux et leur capacité à pouvoir se mobiliser sur ces politiques. Et bien évidemment, personne n'imagine qu'une autre strate puisse prendre en charge ces questions liées à l'autonomie et notamment à ces questions d'habitat. Ça ne peut pas être les régions, trop grandes la plupart du temps. Et ça peut difficilement être les communes. Certaines pourraient le faire, notamment celles qui ont des CCAS bien organisées dans des grandes villes. Mais ce n'est pas le cas des 34 000 communes, bien sûr, de France. Donc le choix de la strate est justifié. Ce qui reste à faire, moi j'en ai la conviction, j'espère que je ne choquerai pas quelques personnes présentes dans la salle, mais je pense que la haute administration n'y est pas favorable. Bercy n'y est pas favorable parce qu'il n'y a pas cette confiance envers les élus locaux. Il n'y a pas cette confiance vers les territoires d'une façon générale. Et donc, l'État ne veut pas perdre la main. L'État, sur tous les sujets, ne veut pas perdre la main. Il est omnipotent. Il n'a plus l'argent qu'il faudrait avoir pour développer les politiques. Mais il y a ce blocage technocratique qui est un frein auquel se heurtent beaucoup de ministres d'ailleurs. Hein. C'est un sujet très, très consensuel chez les ministres. Donc je pense qu'il faut aller vers cette politique de décentralisation avec toujours cet écueil que l'on entend de votre part, hein, vous les professionnels, qui est de dire « Ah oui, mais vous êtes très différents d'un département à l'autre. » Ben oui, et on le revendique. On le revendique parce que la France n'est pas uniforme. On observe aussi que la politique de l'État n'est pas non plus uniforme. Prenez l'exemple le plus flagrant de la présence médicale. Vous croyez qu'on est soigné de la même façon
dans certains arrondissements de Paris et dans les zones très rurales comme la Mayenne? Non, ça veut dire aussi que même quand l'État a une responsabilité en termes de politique, elle n'est pas nécessairement uniforme et elle n'a pas à l'être. Il faut en revanche sans doute définir à chaque fois des règles communes minimum, un socle commun, ce que j'appelle un socle commun. Ce qu'on a su faire par exemple très bien sur l'aide à domicile à travers le tarif socle, il faut le mettre sur l'ensemble de la politique et définir quel doit être le socle minimum à mettre en œuvre. C'est sur cette base-là qu'on attend de la CNSA un financement à parité. Et puis quand un président de département et quand des élus départementaux disent moi je veux ajouter 4 heures de plus dans tous mes plans d'accompagnement parce que je considère que c'est un axe politique, il le fait, il l'assume, voilà, en fonction de ses choix politiques qu'il peut être amené à faire. Mais sur la base d'un socle commun, celui-ci doit être identique sur tous les territoires pour qu'effectivement on ait cette base minimum. Ce que l'on attend ensuite de ce plan grand âge, c'est qu'on tranche deux choses pour moi. On voit bien qu'on ne s'en sortira pas sur ces différentes appellations incompréhensibles pour nos concitoyens. Alors moi, j'ai lu avec attention, en tant qu'avocat, l'avis du Conseil d'État. Je l'ai lu plusieurs fois. Et je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi de ce que mon confrère a expliqué tout à l'heure. Donc il faut une bonne fois pour toutes retenir le nom que tu portes, Luc, c'est-à-dire Habitat Senior. Voilà. Au moins ça parle à tout le monde. En termes de communication, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et puis le deuxième sujet qu'il faut trancher, qui n'est pas l'heure du jour d'aujourd'hui, c'est l'EHPAD. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'EHPAD? Est-ce qu'on le médicalise? Et dans ce cas-là, effectivement, l'ARS peut peut-être s'en occuper davantage, mais ça existe déjà, ça s'appelle l'USLD, ne l'oublions pas. Ou est-ce qu'on en fait un lieu de coordination territoriale, même s'il est un peu médicalisé, dans lequel le département a, dans ce cas-là, dans le cadre du parcours, un rôle à jouer, mais on se réserve ce sujet pour les assises sur les EHPAD. Absolument. On se retrouve au mois de septembre pour parler de ça. Si on revient sur vos responsabilités de président de département, jusqu'ici, vous aviez une co-gouvernance des EHPAD, vous aviez la main sur les services d'aide à domicile, et puis arrive ce truc au milieu, là, dans lequel vous avez en partie la main, puisque les résidences autonomie, c'est vous. Enfin, le reste, c'est plutôt quand même un maire qui, un jour, va signer un permis de construire. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi un périmètre relativement nouveau pour vous. Comment, en qualité de président de département et de planificateur, donc sur un territoire donné, comment vous voyez votre responsabilité avec cette espèce d'ovni qu'est aujourd'hui l'habitat intermédiaire? Première question. Et deuxième question, comment, dès lors, on oublie l'État 2 secondes, et du coup, quelle est votre relation avec les communes? Parce que demain, un promoteur de résidence-service senior, il n'a pas besoin du département, il n'a même pas besoin de l'État. Il a besoin qu'un maire lui signe, ou un président de PCI lui signe un permis de construire. Idem pour un habitat ou émanant d'un bailleur social. Donc, comment, si cette responsabilité vous est confiée, comment vous voyez votre rôle à la fois de planification sur un territoire donné, d'articulation avec les EHPAD, et puis comment vous voyez votre relation avec les maires qui sont, d'une certaine manière aussi, les principaux décideurs de l'habitat? Sébastien? Très bonne question. Bon, il faut le voir comme une politique publique au sens large, d'adaptation au vieillissement, qui répond à une vraie question de société aujourd'hui. Il ne faut pas le voir comme simplement une question d'avis ou normative. Ça serait un non-sens. Aujourd'hui, par exemple, on a un regard sur l'habitat inclusif. On sait parfaitement où c'est qu'il se trouve sur notre territoire, puisqu'on cofinance et on autorise en quelque sorte, entre guillemets, tout ce qui est aide à la vie partagée. Et donc, on a un suivi. Sur les résidences autonomie, on le voit. Il y a un angle mort. Et on doit dire que, anecdotiquement, pour savoir où sont les résidences seniors, il faut taper dans Google. Parce qu'il n'existe pas de schéma. Mais je crois que ça doit faire partie des outils sur lesquels on doit se doter pour pouvoir parfaitement cartographier quelles sont les offres de services, quelle que soit d'ailleurs la nature des offres de services. Et dans le cadre du service départemental de l'autonomie, je crois que ça fait partie des belles missions à mettre en œuvre. Voilà. D'abord, poser une cartographie, quelles sont les offres de services, quelle est l'évolution aussi de notre démographie, de notre territoire.
Moi, mon département, il a des particularités assez incroyables. C'est presque une mini-France. J'ai une zone de montagne, les Pyrénées, hyper rurale, qui perd de la population, qui vieillit. Mais ceux qui vieillissent, ce sont ceux qui restent en autonomie. Parce que ceux qui perdent leur autonomie sont obligés de se rapprocher du bassin toulousain, qui, lui, est un vrai pôle médical très attractif, qui offre énormément de possibilités d'être accompagné et de soins. Donc, on doit faire des études prospectives là-dessus et mettre en place de la connaissance. Et je crois profondément à ce qu'on peut faire, nous, en territoire. Parce qu'on a une capacité, je vais dire, pluridisciplinaire d'approche. On a de l'ingénierie territoriale, on a des services sociaux qui connaissent leur population, on a un lien de confiance avec les communes et les maires. Donc on peut bâtir des politiques partagées là-dessus. Est-ce qu'après on doit remplacer un État jacobin par 103 mini-États jacobins? Je ne le crois pas. Hein. La décentralisation, c'est pas tout à fait ça. Hein. Moi, un État fédéraliste avec 13 États jacobins en région ou 103 États jacobins, non, c'est pas comme cela qu'on doit le bâtir. Sachant qu'il n'y a pas une réponse unique, on le voit bien dans la manière dont on doit s'adapter à ces défis, que ce soit le défi climatique, que ce soit le défi démographique. Il n'y a pas un modèle ou une réponse unique, il serait déjà bâti. On le voit bien d'ailleurs sur la question de l'EHPAD. Je ne crois pas qu'il y aura, ce ne sera pas blanc ou noir la réponse qu'on devra apporter à cette question-là. Sachant qu'en plus, c'est très difficile sur le territoire. Moi, je vais amener une autre notion, on l'évoque très peu. Mais moi, je subis du tropisme. Je subis de l'attractivité des territoires liée à la perte d'autonomie et à l'accompagnement. Logiquement, quand on regarde l'Occitanie et qu'on regarde les départements autour de celui de la Haute-Garonne, si on regarde la chaîne des Pyrénées, normalement, les Hautes-Pyrénées, le Gers, l'Ariège, devraient être des départements qui vieillissent beaucoup plus que le mien et qui voient leurs dépenses d'autonomie augmenter beaucoup plus que le mien. Contrairement à certains départements du centre qui sont un peu plus éloignés de métropole, moi, le mien, il devient très attractif pour la perte d'autonomie. Les départements voisins, l'Ariège, je vois beaucoup moins de progression de ces dépenses d'autonomie, alors que les miennes, elles sont facteur 5 par rapport aux siennes. La Haute-Garonne n'est pas un département qui vieillit plus, mais qui est très attractif parce que les Herbusiens font venir leurs proches en perte d'autonomie, parce que les jeunes qui sont venus s'installer, travailler en Haute-Garonne font venir leurs parents en perte d'autonomie, et parce qu'on a tous les services, on a le premier pôle CHU de France, on a un certain nombre de services qui fait qu'il y a une évolution démographique. Ça aussi, il va falloir l'appréhender dans les réponses qu'on va devoir apporter. Je ne dis pas on doit organiser nous-mêmes la mobilité, mais elle se fait déjà naturellement, la mobilité, autour de ces questions-là. Et donc, c'est aussi un vrai enjeu pour pouvoir répondre. Et je crois qu'il faut donner les moyens au département de pouvoir entrer dans une planification. Et moi, je le vois très tranquillement. Le couple département-commune, il fonctionne déjà très bien d'un point de vue solidarité territoriale. Et en matière d'action sociale, il faut l'accélérer. Parce que, comme le disait très bien Olivier, il se trouve que les CCAS, il n'y en a pas partout. Voilà. Moi, je le vois sur mon territoire, il y a une vraie quinzaine de CCAS très offensifs sur ces questions-là. Et d'autres, ils organisent des paniers repas. Enfin, c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur des enjeux, c'est pas structuré comme il faudrait en matière de compétences. Et malheureusement, le niveau intermédiaire, les niveaux intercommunaux, mais il ne s'est pas structuré là non plus de manière homogène sur ces questions-là. Il y a 10 ans, le législateur pensait qu'il allait prendre toutes les compétences en matière presque sociale et de solidarité au département, que ça allait être le secteur qui allait se structurer. Mais on voit bien que ça ne s'est pas structuré comme cela et que finalement le département retrouve une vraie place de coordination sur ces sujets-là. Olivier, même question. Oui, je pense qu'on est en phase sur le fait que la clé de voûte, ça doit être le SPDA. Ce service public départemental de l'autonomie, il a autour de la table tous les acteurs.
Il a bien sûr les communes, il a l'ARS pour le rôle qui lui restera à jouer, et puis tous les acteurs du terrain. Donc le SPDA est vraiment celui qui doit, comme une politique publique, définir là où sont les besoins. Je rappelle juste que ce qui a été demandé là par la ministre aux ARS, ça a déjà été fait. Je me souviens d'un rapport fait par Planète Grise avec le haut-commissaire au plan, qui s'appelait François Bayrou à l'époque. Il a déjà donné ses indications et ses prospectives. Donc elles sont déjà parfaitement connues. Moi aussi, je n'ai pas eu de contact encore avec mon ARS sur cette étude qui devait être rendue, je crois, en février-mars, donc il va être temps un peu, ça accélère. Moi, je souhaite aussi qu'on la fasse plutôt par bassin de vie, plutôt qu'au niveau de l'EPCI, parce qu'il faut, au niveau du département, il faut qu'on descende au niveau des bassins de vie, et donc souvent au niveau des EPCI. Donc le SPDA doit être effectivement ce lieu de concertation où on définit, parce qu'on connaît nos territoires, on connaît l'attente et l'ensemble des acteurs, on doit définir quelle doit être par bassin de vie. Moi, je l'ai modestement fait en Mayenne sur la base des travaux que tu avais rendus, Luc. Par bassin de vie, on a tenté de définir à l'horizon 30, 40, 50, qui étaient les 3 strates prévues, le nombre de places d'EHPAD, en donnant un chiffre arrondi, et le nombre d'habitats seniors, moi je les appelle comme ça collectivement, qui doivent exister par bassin de vie. Et avec cette projection, chez nous, on a déjà fait ce travail. À partir du moment où ce travail est fait et que cette planification est connue, il faut savoir qu'on aura besoin de tout le monde, des acteurs privés comme des acteurs publics. Parce que pour construire autant de logements nouveaux pour abriter cette montée en puissance considérable, il faudra, comme à l'époque pour les EHPAD, où heureusement que le secteur privé est intervenu pour construire de nombreux EHPAD, mais il faudra faire la même chose pour l'accueil de ces seniors en perte d'autonomie dans ces habitats nouveaux. Donc on a besoin de tous les acteurs et on a simplement besoin de coordonner pour être sûr qu'ils n'aillent pas tous au même endroit dans la ville-centre et qu'on n'oublie pas quelquefois des territoires périphériques où on a besoin de cette proximité. Et moi je crois, ça sera d'ailleurs un bon indicateur. Il y a 12 ans, je pense que beaucoup de programmes électoraux des maires prévoyaient de dire « je veux un EHPAD sur mon territoire ». Je pense que de plus en plus, on verra des programmes électoraux des maires qui diront « je veux un habitat partagé, inclusif, tout ce qu'on veut, un habitat senior sur mon territoire ». Et on trouvera de plus en plus des habitats seniors répartis sur le territoire. Il faut que l'installation soit souple. Moi, je pense qu'il faut qu'avant qu'un maire signe un permis, il y ait peut-être un avis du SPDA sur la pertinence de l'installation. Il ne faut pas qu'on rentre dans un système d'autorisation trop strict parce que ça empêchera le développement. Peut-être que s'il y a un label, peut-être qu'il faut réfléchir sur un label plutôt national en la circonstance. Voilà. Et puis, il faut surtout casser ces codes. Enfin, vous allez sur le site du gouvernement, qui est très bien fait, hein, personnenager.gouv.fr, vous géolocalisez et vous dites, voilà, je veux un logement à 10 km autour de l'endroit où je suis. Et vous avez effectivement que les EHPAD et les résidences autonomie. Et quand vous interrogez, on nous dit, oui, parce qu'ils ont un numéro finesse. On s'en fout qu'ils aient un numéro finesse ou pas. Ce qu'il faut, c'est rendre service à nos concitoyens pour qu'ils connaissent l'ensemble de l'offre. Et nous-mêmes, comme tu l'as dit, on ne la connaît pas. Parce que comme des gens s'installent comme ils veulent tout seuls et qu'ils n'ont pas besoin de nous, et tant mieux, sauf quand c'est pour la VP, où on les voit venir frapper un peu à la porte, ce qui est plutôt bien. Hein. Et donc la VP, là aussi, moi je pense qu'à chaque fois qu'il y a un habitat nouveau, intermédiaire, structuré qui se met en place, moi ça ne me choquerait pas qu'on ait un accompagnement circonstancié qui soit plutôt assez souple et qui tienne compte de la qualité de ce qui doit être développé. Donc il faut casser cette frontière entre ceux qui ont un numéro finesse et ceux qui n'en ont pas, pour qu'effectivement nos concitoyens aient connaissance de l'offre. Hier après-midi, je suis allé visiter dans mon département un habitat senior, d'une structure qui n'est pas présente dans les exposants ici, parce que je leur ai posé la question si je les voyais demain. Ils m'ont répondu non. Sur les 16 logements, il y en a 10 de libres. On est situé à 5 minutes de Laval. Et je leur dis, mais comment ça se fait au bout de 2 ans, hein, 2 ans. Ils me disent, on n'arrive pas à se faire connaître.
On fait des pages de pub, mais à un moment donné, nos concitoyens n'ont pas la connaissance de toutes ces offres qui existent. Donc il faut vraiment que le département et le SPDA soient là pour la structurer. Sébastien, un dernier petit mot avant que je vois que tu as pris le micro. Oui, je rebondis sur ce qu'il vient de dire. A contrario, tu vois, les résidences autonomie, 84% de taux d'occupation avec des publics cibles. Donc, quand c'est identifié qu'il y a un minimum de coordination, je ne dirais pas de pilotage, hein, parce qu'on ne pilote pas, nous, à l'intérieur des habitats inclusifs ou des résidences autonomie. Dès lors que c'est identifié, que ça rentre dans une politique publique annoncée, affirmée comme telle, c'est identifié et ça répond à des vrais besoins. Et on ne se trompe pas, on ne tape pas à côté. Ce n'est pas des étudiants qui viennent occuper des logements. Voilà. Donc, moi, j'espère que... Est-ce qu'il faut attendre 2027, un débat présidentiel? Ça sera ma conclusion. Pour enfin avoir le vrai débat sur comment on relève ce défi. Moi, 2027, tic-tac, je serai déjà à plus 9% d'augmentation de besoins supplémentaires. Donc, je ne sais pas s'il ne faut pas qu'on anticipe dès maintenant. Hein. S'il devait y avoir un débat qui, objectivement, concerne tout le monde, toutes conditions sociales, parce que demain, vous pouvez être très aisé, l'attractivité des métiers, s'il n'y a pas de personnes, vous pouvez être très aisé, vous pouvez trouver personne pour vous accompagner. Hein, si vous avez une maladie, etc. Donc, ces questions-là, je pense qu'elles peuvent être abordées de manière dépassionnée. Et aujourd'hui, je pense qu'on a posé tous les constats. On voit toutes les pistes. On sait ce qu'il y a à faire, mais on ne l'affronte pas. Bon, je crois que dans le débat public, dans les mois à venir, j'espère qu'on va enfin l'affronter. Merci à vous deux, c'était très clair. Et puis franchement, ça faisait un peu brainstorming devant tout le monde, mais on voit que vous-même, vous n'avez pas encore de théorie totalement définie sur cet élément un peu nouveau qu'est le périmètre de l'habitat intermédiaire, mais à l'évidence, vous avez montré à quel point quand même le cadre départemental reste probablement celui à privilégier au plus proche du terrain et en articulation avec les mairies et les EPCI. Pour terminer cette séquence, un dernier petit mot de Marianne et Maëlys, peut-être, après avoir entendu justement les partenaires que sont les présidents de département, et puis on fera une pause. Marianne. Merci beaucoup, messieurs les présidents, pour vos interventions. Peut-être juste quelques petits mots de réaction. D'abord, pour revenir sur la séquence précédente de l'avis du Conseil d'État et sur les enjeux de simplification, qui sont vraiment des choses très importantes pour les acteurs de terrain, notamment pour les investisseurs, mais aussi évidemment pour les collectivités territoriales. L'avis du Conseil d'État, il va dans le bon sens. Après, il faut pouvoir le traduire dans les faits et donc dans les textes. Et puis, ça a été dit, il est encore sans doute trop complexe en termes de lisibilité pour un investisseur lambda. Après, il n'y a pas de modèle parfait. Et c'est vrai que la dichotomie entre médico-social et habitat partagé avec le sujet des services intégrés ou pas, on voit que quand on est du côté d'un investisseur, et nous on en a des boîtes qu'on accompagne et qui sont des habitats inclusifs avec des SAD intégrés, avec des enjeux qui peuvent être favorables en termes d'attractivité des métiers, par exemple, et ben, ces structures-là seraient considérées comme des structures médico-sociales, alors qu'à côté, si c'est un SAD externe de la collectivité, ça ne le serait pas. Donc on voit que les frontières ne sont quand même pas évidentes. Mon deuxième point, c'est que la simplification juridique, elle ne va pas sans la simplification du modèle de financement et sur la stabilité du modèle de financement. Et ça, alors, on attend l'avis, enfin en tout cas le rapport de la mission IGAS-IGEDD sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a deux enjeux importants. Un, c'est accepter plus de différenciation selon les revenus. Je pense que voilà, on est aussi dans un contexte des finances publiques sur lequel on ne pourra pas payer pour tout le monde, et ceux qui ont des revenus, ceux qui ont du patrimoine devront pouvoir le mettre à disposition de leur perte d'autonomie. Donc réfléchir
davantage à ce sujet-là et sur l'ensemble des champs d'habitat. On le fait désormais pour les EHPAD avec les tarifs différenciés, mais il faut aussi que ce soit davantage le cas pour l'habitat senior. Et puis, des modes de financement plus simples et plus lisibles. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important pour les investisseurs. Du coup, ça va avec les sujets de gouvernance qu'on a longuement évoqués. Moi, je crois vraiment au couple département-commune. Je pense aussi que le SPDA est une construction relativement neuve et que du coup, il faut vraiment lui donner du contenu et la faire vivre. Il faut absolument simplifier les choses et donner toute la compétence sur l'habitat senior au département. C'est pas logique, effectivement, à la fois en termes de capacité à agir et en termes de lisibilité pour les personnes elles-mêmes, pour les citoyens, que l'ensemble du champ ne soit pas là, que effectivement, nous, les boîtes qu'on accompagne sur l'habitat inclusif doivent faire du porte-à-porte où on veut mettre des tracts dans les boîtes aux lettres. Franchement, et même vu de la personne elle-même, il n'y a pas la confiance qu'il peut y avoir quand on est référencé dans le cadre du SPDA. Et puis aussi, essayer de supprimer les frontières. C'est vrai qu'on parle du couple commune-département, mais évidemment, l'articulation avec le sanitaire est quelque chose d'important. L'articulation avec les EHPAD et les centres de ressources territoriaux, on n'en a pas parlé, mais là aussi, il y a quand même un continuum de parcours qu'il faut pouvoir intégrer. Et puis, au milieu de tout ça, il y a les métiers. Il y a les métiers du soin et du médico-social, et sur lequel c'est quand même le sujet numéro 1, de pouvoir former davantage, continuer à travailler sur la validation des acquis de l'expérience, travailler sur plus de formation sur ces métiers-là. Et évidemment, la compétence logement ne va pas sans la compétence aide à domicile, parce qu'il faut que les deux puissent être liés. Maëlys. Je vais être court, je te promets. Non, peut-être juste pour partager 2 sujets. Un, on l'a dit, il y a aussi besoin d'accompagner notre population à non seulement connaître cette offre, à avoir confiance dans la qualité de l'accompagnement qui y est. On sait à quel point l'attachement au domicile aujourd'hui reste identitaire des personnes âgées. Et le tabou de dire j'ai 75 ans, j'ai 80 ans, j'ai 85 ans et je peux encore déménager, et non pas partir à l'EHPAD, déménager. C'est un sujet qui, à mon avis, collectivement, doit nous intéresser. Comment est-ce qu'on accompagne toute cette génération qui a aussi des besoins qui ne sont pas exactement les mêmes que les générations précédentes en termes de confort de vie et d'espace. Ils ne viendront pas dans un studio de 15 mètres carrés. Donc, on a aussi à réfléchir, nous, la qualité de l'offre de logement qui doit être la nôtre sur ce que l'on propose. Le deuxième sujet, et Marianne l'a dit, c'est celui du financement des publics précaires. On n'a pas assez parlé du logement social et je sais qu'on aura l'occasion d'y venir. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut disposer d'APL spécifiques pour ce public, pour lui permettre de faire le changement? Bref, je pense que c'est un sujet financier structurant. L'aide à la vie partagée, c'est bien. Ça permet de financer une partie de l'animation du dispositif, mais ça ne résout pas la question du logement en termes du loyer. Et donc là, on a vraiment besoin de repositionner ça en question centrale, je pense. Et je ne pense pas que ce soit une caisse de sécurité sociale de solvabiliser des loyers, ni d'ailleurs de l'investissement immobilier sur du logement. Et donc, on doit le construire ensemble avec tous les partenaires. Merci. Écoutez, merci beaucoup. C'était très, très, très dense. Vous avez été exceptionnel pour nous poser les jalons de tous les débats que nous avons tout au long de la journée, puisqu'on reviendra cet après-midi avec les bailleurs sociaux sur la question aussi de l'adaptation du parc social au vieillissement des locataires. Merci à vous, président de département. Merci à la CNSA, à la Caisse des dépôts.